Bonjour tout le monde. Je suis très honoré d'être ici devant vous cet après-midi pour vous raconter une histoire, pour vous raconter une partie de mon passé, de ma vie, qui m'a amené à vivre face à la mort. Et c'est souvent face à la mort qu'on se retrouve aussi en même temps un peu au cœur de la vie. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui dans cette présentation-là, c'est que quelque part, on a juste une vie à vivre. Puis si jamais il y en a qui croient, peu importe la culture religieuse, qui leur amènerait à croire qu'on a différentes vies, hein, ou qu'on est réincarné, bien, on ne se souvient pas de nos autres vies. Fait qu'au bout de la ligne, ça revient au même. Il faut prendre soin de notre vie. Notre vie est fragile. Hein, elle tient qu'à un fil. Hein, tout le monde connaît cette expression-là. Mais c'est vrai parce qu'on ne sait jamais quand on va se retrouver finalement face à notre propre mort. Donc, s'il y a une chose importante à retenir aujourd'hui, c'est ça. Prenez soin de cette vie-là. Et surtout, essayez de vous accomplir dans ce temps-là que vous allez être sur la planète. Je veux dire, on a tous un rôle à jouer, le nôtre. Rien d'autre de plus à assumer, mais il faut le jouer puis il faut apprendre à le connaître, notre rôle. Ça veut dire, oui, il faut expérimenter dans la vie, oui, il faut essayer, mais il faut y aller de façon réfléchie puis apprendre à se connaître. Donc, c'est un peu sur ces bases-là qu'on part ensemble aujourd'hui. Ça vous va? Oui. On y va? Oui. C'est parti. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je vous présente ma vie en HD. 3D à part de ça. Je suis là devant moi, là. All right. Donc, je vous ramène, il y a quand même plusieurs années de cela, dans un passé lointain, tu sais, donc la vie va très vite. Il y a 14 ans de ça, je vivais, un moment, on pourrait dire, assez creux dans ma vie. Je viens de perdre ma blonde, ma copine, par le fait même, mon logement, où j'habitais. Je viens de terminer un gros projet de théâtre, parce que moi, je gagne ma vie plus précisément avec des productions artistiques. Là, je viens de terminer un beau projet comme ça, très agréable, mais j'ai aussi perdu la subvention qui allait avec, donc j'ai plus d'argent. Fait qu'au bout de la ligne, j'ai plus grand-chose, si on y va comme ça, là, dans la vie, hein? Plus de blonde, plus de logement, plus d'argent. Il y a de la place pour remplir ce vide-là, puis pas à peu près. Mais moi, comment je décide de remplir les cases libres de ma vie? Par l'excès. Je suis une personne qui a toujours été très intense, mais là, j'ai développé un côté un peu plus autodestructeur là-dedans. Hein, dans le sens que je vivais à fond, mais pas à peu près. Pour vous donner une idée, là, ici, combien de personnes dorment plus de 10 heures ou 12 heures par jour? Personne, la fin de semaine, des fois, Anthony? Oui. D'autres personnes, la fin de semaine? 8 heures par jour, mettons, en moyenne? Plus ou moins? 5 heures, toi? Mais moi, à ce moment-là, il m'arrivait très souvent de dormir des 14 heures par semaine. Calculez comme vous voulez, là, mais c'est des 2 heures par jour. Parce que dans tous ces trucs-là, j'avais rempli mes cases avec, oui, la fête, beaucoup de fêtes, mais aussi avec du travail, des nouveaux projets. Donc, je m'étais rempli comme ça, de fond en comble, au point que des fois, j'avais même pas le temps de retourner chez la personne chez qui j'étais hébergé temporairement. Donc, je devais dormir une demi-heure dans un parc, aller à une réunion, retourner à mon travail, regarder mon agenda, puis réaliser que j'ai une fête qui allait être là dans quelques instants, donc pas de place pour le sommeil. Mais ça, hein, quand on ne dort pas beaucoup de même, ce que ça a provoqué chez moi, c'est une espèce de sentiment euphorique, un sentiment qui s'approchait un petit peu aussi de l'invincibilité. C'est-à-dire, puis je me rappelle encore de la journée où une amie m'a regardé et m'a dit « Hey Marc, ça serait peut-être pas une mauvaise idée si tu dormes un petit peu plus, hein? » Moi, je l'ai regardé et j'ai dit hey, « Pas besoin de ça, moi. Moi, là, je suis plus fort que la vie. » Puis j'avais vraiment dit ça un peu à la blague, tu sais, en même temps. Mais en même temps, il y a une partie de moi-même qui, je pense, qui y croyait, tu sais, qui narguait la vie. Mais quand on nargue la vie va s'organiser pour vous replacer à sa place, hein? Comme un effet de boomerang, tu sais.
Elle va te ramener puis elle va te dire, hey, c'est elle qui est plus forte que toi. Moi, j'appelle ça la connerie humaine. À ce moment-là, dans ma vie, j'étais pas mal dans la connerie humaine. Tu sais, je me pensais fort, je me pensais bon, mais j'oubliais que j'étais fragile comme tout le monde. Tu sais. Il y en a un autre qui avait pensé à cette théorie-là, que la bêtise humaine est infinie, là. Einstein. Hein, lui, c'est une des seules certitudes qu'il y avait dans toutes ces théories, que la bêtise humaine est présente et partout. Puis c'est vrai, ça. On a tous un moment dans notre vie, un instant bête, hein? Des décisions qu'on va prendre peut-être pour plaire, pour faire plaisir aux autres, pour ne pas perdre quelque chose ou quelqu'un, ou je ne sais pas trop, ou pour démontrer, hein, pour faire ressortir notre fierté ou notre ego. À l'ère où on évolue aujourd'hui, l'ego est très, très fort, hein? Avec les médias sociaux et tout, bien, on peut arriver à faire des choses des fois qui vont nous sortir un peu de notre personne, de ce qu'on est vraiment, pour finalement démontrer quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas nous. Ça, c'est pas fort au bout de la ligne. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la bêtise humaine. Donc, à ce moment-là, bien, moi, j'évoluais totalement dans cette sphère-là de la vie, en toute humilité. C'était ça ma réalité. Je l'assume. Hein, c'était une belle passe de ma vie quand même. Mais au bout de la ligne, ça n'a pas été positif. Comportement autodestructeur qui m'a amené à un moment donné à vivre une belle opportunité quand même, une occasion en or, aller faire du ski sauvage dans les Chic-Chocs. Vous savez, c'est où les Chic-Chocs? C'est où? En Gaspésie. Absolument. Les Chic-Chocs qui sont au cœur de la Gaspésie, le parc national de la Gaspésie. Un très beau parc, des belles montagnes, dont celle-là qu'on voit, là, qui a l'air petite ici là, sur l'image, mais qui est quand même une bonne montagne de près de 1000 mètres, qui s'appelle le mont Oxback. Un de mes amis, là, je vous présente deux personnages très importants, des personnages principaux dans cette histoire-là, Patrice et Hugo. Patrice est l'organisateur de la fin de semaine. Lui, c'est un habitué du ski sauvage. Nous a invités comme ça, hein, il est déjà allé plusieurs fois skier dans les Chic-Chocs. Il nous disait, on pourrait aller, toute la gang, une belle fin de semaine, s'amuser comme ça dans les Chic-Chocs, faire du ski. Cool! Moi qui n'ai peur de rien, qui n'est pas un expert en ski, soit dit en passant, eh bien, je vais hein, sans l'ombre d'un doute. J'hésite pas une seconde, j'embarque. C'est un rêve quand même hein, de faire du ski dans la poudreuse et de s'amuser comme ça sur des pistes où on se sent totalement libre. J'y vais. Deuxième personnage important dans l'histoire, Hugo. Hugo, lui, c'est un très bon ami, un vieux collaborateur qui a fait beaucoup de projets créatifs avec moi et tout. Hugo, lui aussi, n'a peur de rien, embarque toujours dans toutes les idées. Mais ce matin-là, quand on arrive chez lui pour aller le chercher, il est blanc comme un drap. Puis j'ai rarement vu Hugo, sincèrement, aussi blanc que ça. Et là, on le regarde, on se dit, ça va pas, Hugo? On dirait que tu n'as pas dormi de la nuit, tu sais. Comme de fait, ils nous disent, hey, méchante nuit, là. Je veux dire, j'ai rêvé que j'étais en train de me faire ensevelir par une montagne de neige. Là, je me suis réveillé en sursaut. J'avais de la misère à respirer, là, je suffoquais réellement. C'était tellement crédible, tellement vivide, ce rêve-là, que je n'ai pas été capable de me réendormir par la suite. Donc, si ça ne vous dérange pas, les gars, je vais dormir dans l'auto en montant. T'sais. All right. On part, on monte la route, se rend à Sainte-Anne-des-Monts, puis après ça, dans le parc de la Gaspésie, ça prend plus ou moins 9 heures, 10 heures. Hein, on arrive le soir, vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait? La fête. Hein? C'est la pleine lune, c'est la fin de semaine de Pâques. Donc, la fête bat son plein. Hein, et moi qui ne se couche pas ou à peu près pas, bien, je termine la soirée seul, dehors, avec un bon verre de scotch ou je ne sais pas trop quoi. Hein, et là, je me retrouve à admirer la lune, comme ça. Et j'ai ressenti, mais vraiment un sentiment, là, puis ça nous arrive des fois hein, quand on regarde quelque chose de plus grand que nature, là, ben, ou les étoiles, ou justement la grandeur de l'infini qui est devant nous, bien, je me suis senti vraiment tout petit, vraiment mini devant ce monde-là, trop vaste pour moi.
Puis en même temps, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas fréquent chez moi, comme un genre de nostalgie, une tristesse quelconque, comme si c'était la dernière fois que je voyais ce décor-là, ce monde-là dans lequel j'évoluais, tu sais. Mais, tu sais, ça reste comme ça. Je m'en vais me coucher. Quelques heures plus tard, je me réveille. Le plan est clair. On s'en va monter le mont Oxback aujourd'hui. Demain, on va faire le mont Albert, qui le mont Albert est beaucoup plus dangereux que le mont Oxback. Le mont Albert, bon, il y a des avalanches qui sont déclarées à chaque année et malheureusement, souvent des morts aussi qui viennent avec. Donc, c'est un mont plus difficile. On va aller se pratiquer cette journée-là, le samedi, au mont Oxback. On se prépare, il fait beau, même s'il annonce une tempête. Hein, on connaît les météorologues qui se trompent la moitié du temps. Donc, on ne fait pas fi de ce qu'ils ont dit. Mais le temps qu'on finisse de nous préparer, et là, il commence à neiger. Des beaux petits flocons, là, des beaux gros flocons qui tranquillement se transforment en petits flocons plus secs, plus rapides. Un gros vent qui accompagne, puis une bonne tempête hivernale. On est 10. Sur les 10, 7 personnes disent « Ouf! » À regarder la température, finalement, nous, on n'ira pas skier. Là. On va aller juste se promener à la base de la montagne, monter un peu, puis descendre en crazy carpet. Là. Pendant, je veux dire, c'est pas une bonne idée d'aller monter la montagne comme ça, avec une tempête comme ça. Mais moi, très joyeux. Et là, ici, je vous montre un détail intéressant. Me voilà à la base du mont Oxback. Ça, c'est pas il y a 14 ans. C'est cette année, j'ai eu la chance, c'est pour la première fois, de retourner sur les lieux tels quels de ma mésaventure. Et j'ai regravi la montagne au départ du mont Oxback. Comme on voit, c'est un beau petit sentier. C'est beau, c'est mignon. Avec une tempête de neige, on voit un peu moins bien. Mais ça reste que c'est une belle petite piste pour commencer. Je monte tranquillement la piste. Petit détail intéressant, moi qui étais un peu clownesque sur les bords, et pour faire rire les amis, j'avais décidé cette fin de semaine-là d'apporter des vieilles raquettes en babiche. Ça vous dit quelque chose, des raquettes en babiche? Des raquettes tissées, là, comme la technique comme par les Amérindiens, là. Des raquettes ça de large, là. Hein? Donc en peau de phoque ou je ne sais pas quel animal, ou de caribou. Et là, moi, je monte avec mes grosses raquettes qui datent de 1950. J'ai du fun jusqu'à ce que, crac! Ma raquette brise. Ma raquette de droite brise. Qu'est-ce que je fais? Hey, c'est pas un problème. Je retourne au char à toute vitesse, en courant, va rapporter mes raquettes et remonte la première partie de la montagne pour aller rejoindre les deux seules autres personnes qui ont décidé de gravir avec moi la montagne, qui sont Hugo et Patrice. Continue la montée, l'ascension. Au début, c'était pas pire. Là, on arrive dans une partie, comme on voit, un petit peu plus abrupte. Puis c'est bien en comparaison à ce qui s'en vient. Puis là, cette année, quand je suis retourné, honnêtement, je me suis dit, aïe, aïe, j'étais vraiment malade, moi, de vouloir monter cette montagne-là sans raquette. Cette année, il n'y avait pas beaucoup de neige, fait que c'était moins difficile, on pourrait dire. Mais à l'époque, je vous jure, j'enfonçais jusqu'à la taille. Là. Puis j'exagère pas du tout. Là. Souvent, Hugo venait avec son bâton de ski me sortir de mon trou pour continuer à m'aider à monter la montagne. Par moments, je devais m'accrocher à des arbres, littéralement, pour me remonter puis continuer l'ascension. Je montais à 4 pattes comme ça. Mais tu sais, j'étais déterminé. Puis il n'y avait rien au monde qui pouvait m'arrêter. On voit là, hein? Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est abrupt, là. C'est sûr que sur une image, c'est pas clair. Mais juste pour vous donner une idée, cette année, d'où j'ai pris cette photo-là, quand je me suis retourné, j'ai été pris d'un certain vertige. Là. On parle d'une pente peut-être à 60 quelques degrés là, pour monter. Là. C'est abrupt. Là. Puis moi qui montais ça il y a 14 ans, sans raquette, hein, avec le cœur à la fête, avec aucune conscience du danger ou de quoi que ce soit, avec l'idée d'aller faire du ski. Continue mon ascension. On arrive
aux 3/4 de la montagne. Et là, on croise un couple. Un couple qui est là, qui, eux, sont tapis derrière une roche, sont en train de dîner. Et là, qui nous regardent, les 3 joyeux lurons arrivés. Et là, qui nous disent, vous faites quoi, là, exactement? Ah, nous autres, on s'en va faire du ski en haut de la montagne, ça va être super le fun. Puis, ils disent, non, 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 allez pas là, là. Nous autres, on vient d'essayer d'y aller, il y a tellement de vent, on voit rien, ça vaut pas vraiment la peine. Puis aujourd'hui, faire du ski, c'est pas des conditions idéales là, du tout. On est le printemps. Donc, le printemps, ce que ça veut dire, c'est que la terre, le soleil, hein, dans le fond, il réchauffe tranquillement la neige et ça rend la neige plus friable. Il y a eu une tempête, il y a une tempête de neige, donc il y a une accumulation de neige sur le dessus qui alourdit cette neige-là, donc ça devient propice pour les avalanches. Nous autres, on les regarde, hey, voyons donc, hey, pas de trouble, nous on y va, puis on vous invite ce soir-là à venir faire la fête dans notre petit chalet. Ça vous tente? Je peux vous dire une chose, il n'y a pas eu de fête ce soir-là. Au contraire, les gens qui étaient dans le chalet étaient plus en mode réflexion. Et donc, tristesse et repensons à ce qu'on a fait de pas bien dans la vie. Là, t'sais. Donc, il n'y a pas eu de fête. Mais, on continue notre ascension. Je m'arrête et là, on voit ici un peu hein, le côté. Puis ça, c'est pas loin de où je me suis lancé pour partir notre belle descente. Près du sommet du mont Oxback, on voit que c'est quand même abrupt, puis on ne voit pas de l'eau basse, c'est encore plus abrupt. Quand on arrive dans la vie, peu importe quoi, on va être toujours seul. Seul, pourquoi? Seul dans les choix, les décisions qu'on va prendre. Je veux dire, vous, à votre âge, là, hein, souvent, on ne craint rien, on fonce dans la vie, puis c'est parfait en même temps, il faut expérimenter. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire de ne pas expérimenter, mais au contraire, d'expérimenter de façon intelligente et réfléchie. Qui ici a son permis temporaire? Presque tout le monde. Tu sais, ça, c'est une des choses dans la vie, hein, que vous allez vous retrouver, veut pas, tôt ou tard, à un moment donné, pour une raison ou une autre, soit que c'est vous-même qui vont vous retrouver à avoir un peu trop bu, hein, et là, qui vont prendre la décision, est-ce que je prends mon auto ou pas? Puis là, il va peut-être y avoir des gens qui vont dire, « Hey, prends pas ton auto! » Tu sais, c'est pas une bonne idée. Tu vas avoir le choix, oui ou non, d'y aller ou de ne pas y aller. Peut-être qu'il n'y aura pas de conséquences, peut-être qu'il va y avoir des conséquences graves. Même chose, peut-être que ça va être votre ami, votre meilleur ami, votre chum, votre blonde qui va se retrouver à vouloir conduire dans un état qui n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais là, vous allez avoir le choix de dire, c'est peut-être pas une bonne idée que tu conduises, hein, tu sais, ou moi, ça ne me tente pas d'embarquer avec une personne qui va mettre ma vie en risque. Tu sais. Puis ça, c'est une des situations, le nombre de possibilités, de situations dans lesquelles vous allez vous retrouver. Vous allez devoir prendre une décision capitale pour votre vie sans vous en rendre compte nécessairement, tu sais, parce que, veut pas, hein, vous pouvez prendre des risques toute votre vie, puis peut-être qu'il n'arrivera rien. Hein, mais peut-être que vous allez vous retrouver justement à avoir pris la mauvaise décision, puis pas avoir la chance que moi j'ai eue quelque part d'avoir une deuxième chance. Donc moi, j'assume les choix que j'ai pris quand même. Je suis arrivé et malgré tout, malgré les différents signaux de la vie, on a décidé de continuer et d'aller faire notre ski sauvage. C'était quoi les signaux de la vie qu'il y a eu là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Vas-y donc. La tempête. Le fait qu'il y ait une grosse tempête au printemps, effectivement, c'est une des premières choses ou des leçons qu'on aurait peut-être dû changer d'idée. La raquette. La raquette qui brise. Est-ce qu'il faut vraiment être un peu acharné ou plutôt la tête dure hein, pour vouloir continuer quand tu n'as plus de raquette? Hein, quand tu montes une montagne comme ça, pas fort. Les gens même qui nous avertissent hein, que ce n'était pas une bonne idée. Hein? Puis un autre détail. Le rêve de Hugo. Bon, c'est sûr que là, un rêve, hein, c'est dur à vraiment hein, dire « Ah, je vais l'écouter à 100 %. C'est un rêve, ça peut être juste une crainte, ça peut être... Sauf que quelque part, vous allez voir dans la suite de l'histoire, il y a vraiment un lien dans tout ça. La force de son rêve et à quel point Hugo avait été marqué par ce rêve-là aurait dû nous amener, surtout en accumulant avec les autres pistes comme ça, peut-être... Hein,
nous indiquer de ne pas y aller. T'sais. Quelque part, on aurait pu être attentif un peu à ce signal-là de la vie. Mais on n'a pas écouté. On était comme des aveugles dans un monde multicolore ou dans une tempête. Veux pas. Donc, nous voilà au sommet du mont Oxback. On arrive et vous voyez la belle montagne. Ici, c'est beau, mais avec la tempête au sommet, on voit effectivement pas grand-chose. Il fait froid. Simplement, changer nos bottes de marche pour nos bottes de ski, c'est un défi en tant que tel. Ça prend beaucoup d'énergie et mes doigts gèlent. On essaye comme ça. Le premier qui est prêt finalement à partir, c'est Hugo. Hugo arrive sur le bord de la piste. Il voit à peu près le bord de la piste. Et bien, en fait, tel quel, on partait de là. Sur une pente à plus de 70 degrés. Donc, on parle de près d'un angle droit, là. C'est très, très, très abrupt, la première partie. Hugo est là, sur le bord, prêt à partir. Pat donne les consignes. Pat, qui connaît bien la montagne, qui connaît bien les avalanches et tout, nous dit, voilà, ici, on ne peut pas faire un test parce qu'il faut sauter au départ et un dénivelé de quelques pieds, mettons de 3 ou 4 pieds. Et là, on va se mettre directement dans la pente et par le fait même en danger. Donc, l'idée est bien simple. On y va, on trace, on n'arrête pas dans la pente dangereuse et on se rejoint à plusieurs centaines de mètres plus loin, en bas. À cet endroit-là, on va arrêter et là, on va pouvoir faire des tests pour le reste du trajet. C'est clair, les gars? Parfait, on y va. Hugo, sur le bord de la pente, il ne bouge pas. Lui, il se rappelle le rêve de la veille. Lui, il a vraiment peur. Surtout que là, Pat lui explique qu'on ne peut pas faire de test pour les avalanches. Il ne veut pas y aller. Puis j'ai jamais vu Hugo qui ne veut pas partir. Normalement, dans les expériences de ski qu'on avait vécues ensemble, c'est toujours lui qui traçait le chemin, puis moi qui suivais en arrière, puis donc il était beaucoup plus expérimenté que moi, les gens en ski. Mais là, cette fois-là, il ne bouge pas. Deuxième qui est prêt à partir, Patrice. Patrice, qui avait attaché solidement ses raquettes après son sac, enfile son snowboard, sa planche à neige, arrive pour dévaler la pente et, phénomène étrange, mais qui s'est réellement passé, ses raquettes se détachent de son sac. Comme s'ils les avaient en fait pas du tout attachées, là. On ne comprend pas exactement comment il a fait ça. C'est comme s'ils les avaient attachés dans le vide, là. Bref, ce qu'il doit faire, c'est retourner au bord et réattacher ses raquettes sur son sac. Ce qui me donne pendant ce temps-là le temps de finir d'attacher mes bottes, enfin, d'enfiler mes skis et d'arriver sur le bord de la piste, de regarder Hugo et de dire « Ah, Hugo, là, come on, hein? » Il dit « Non, je le sens pas trop, tu sais. » Regarde, moi qui est invincible, qui a peur de rien, je dis « Hugo, on se voit en bas! » Je saute dans le vide. Pause. Pause cinématographique, là, tu sais. Détail important à savoir. J'ai 27 ans à ce moment-là. Les skis que j'ai dans les pieds, là, ils datent de l'époque où j'avais 14 ans. Fait qu'ils sont un petit peu vieux, tu sais. Un peu usés, un peu trop petits, puis surtout pas du tout ajustés à mon poids. Conséquence, j'atterris dans la belle neige folle. Qu'est-ce qui arrive? Je perds un ski. Et là, dans une pente à 70 degrés, quand tu perds un ski, je déboule. Et là, comme dans une bande dessinée, là, tu sais, je déboule quelques dizaines de mètres comme ça, je me retrouve en plein milieu de la pente, un ski dans les pieds, l'autre en haut, et là, j'essaye d'aller le chercher. Incapable, évidemment, de remonter cette pente-là. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon harmonica, évidemment. Hugo! Hugo! Go! Faut
chercher mon ski! Hugo! Hugo qui voit que j'ai l'air d'avoir pas mal de fun en plein milieu de la montagne, décide d'y aller. Il n'a pas vraiment le choix anyway parce que Pat ne pourrait pas aller chercher mon ski en planche à neige. Donc, à son tour, saute dans la pente, arrête directement, commence à avancer avec ses skis sur le côté pour aller chercher mes skis, mon ski. Qu'est-ce que ça fait? ça déclenche une avalanche. Et cette avalanche-là, bien, elle m'a rentré dedans. Mais évidemment, hein,
moi qui étais assis avec mon harmonica, bien tranquille dans la neige folle, quand ce bloc de glace-là s'est détaché, j'ai commencé à filer à une vitesse, mais une vitesse surprenante, là. Puis je comprenais pas trop là, ce qui se passait. Je veux dire, il y a 2 centièmes de seconde, j'étais bien tranquille, puis là, j'avançais, là, puis là, je disais, hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi qui se passe? Hey, t'es sûr une avalanche? Bien, comme j'ai fini de me dire cette phrase-là, le mur de neige m'a englouti. Et là, je suis entré dans les profondeurs de la neige comme ça. Dans la partie, on pourrait dire, du récit la plus intense. Hein? Quand on est dans une avalanche comme ça, on ne peut pas faire grand-chose, je peux vous le dire. C'est fort, puis pas à peu près. Donc, j'avançais comme sous la neige, conscient, oui, absolument, mais quand même en état second, on pourrait dire. Et là, rapidement, j'ai vu repasser tout le fil de ma vie. Hein, des images d'enfance, des jeux, des détails anodins là, du quotidien. Un premier baiser, un sourire, une poignée de main avec un ami, plein de choses comme ça. Un travail, un loisir, plein de choses qui défilaient dans ma tête à une vitesse phénoménale. Jusqu'à ce que... il y a eu comme une présence qui a jailli, puis vraiment, là, puis je vous dis ça en toute honnêteté, qui a jailli à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi, autour, qui était comme une source lumineuse englobante, on pourrait dire, que moi j'ai appelé, bien, que j'appelle l'être de lumière, et que là, qui a commencé à m'accompagner et à me poser des questions. Première chose qu'il m'a dit, Puis Marc, t'es prêt à mourir? Puis quand tu te fais dire ça, honnêtement, par un être de lumière ou une forme de vie quelconque comme ça, moi, dans ma tête, en tout cas, je ne pensais pas que j'avais d'option de m'en sortir, là. Dans ma tête, c'était comme, OK, il vient d'annoncer ma fin, là. Je m'en vais, là. Fait que j'ai répondu que oui. Que j'étais prêt à mourir. Mais là, il a continué à me questionner comme ça, tu sais. En me disant, ah ouais, donc t'es sûr que t'es prêt à mourir? Il dit, puis tes projets, tu vas laisser ça tomber? Je dis, ben, ouais, c'est juste des projets terrestres, c'est pas très grave. Tes amis, ça te dérange pas, ça? Tu vas laisser tout le monde de même, puis un peu par ta faute, quelque part là-dedans, puis ça va? Ben, je commençais à accumuler un peu des remords. À un moment donné, puis il dit, donc, tu es prêt à mourir? Mais encore une fois, à la deuxième fois qu'il me l'a demandé, j'ai répondu oui. Il m'a laissé un peu à moi-même, tout en continuant à descendre, mais en sentant, je sentais toujours la présence de cette être-là. Puis, il est revenu, il dit, on y va alors? Puis là, à ce moment-là, j'ai senti une touche d'ironie là-dedans, comme si c'était pas vrai ce qu'il disait. Il m'a envoyé une image, là, très, très forte, qui s'est comme incrustée en moi, mais qui était comme un peu en avant, là, ici, à quelques centimètres de mon front. L'image de mes amis, dont entre autres Patrice et Hugo, qui allaient annoncer à ma mère qu'ils n'avaient pas retrouvé mon corps. Donc, que j'étais mort dans une avalanche et qu'ils espéraient me retrouver d'ici le printemps. Et là, à ce moment-là, ça m'a fait comme un choc de faire comme « wow! Hey, ça a des conséquences, là, assez graves. » Là. Je veux dire, ma mère, elle s'en remettra pas, mes sœurs, c'est vrai, mes amis là-dedans, puis c'est un peu de ma faute, là. Je veux dire, j'ai attiré quelque part cette avalanche-là avec tous les comportements négatifs ou autodestructeurs que j'avais menés au fil de la dernière année. Donc, wow, je ne peux pas faire ça là. Je dis non, je ne meurs pas ici. Mais aussitôt que j'ai eu cette réflexion-là, encore là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est une image qui m'est venue en tête?
quoi que ce soit, mais avant, j'avais l'impression que je m'enfonçais sous la neige. Puis dès que j'ai accepté le fait que j'allais revivre, j'ai comme eu l'impression que je remontais à la surface. Peut-être que réellement, c'est tout simplement qu'au lieu de tomber inconscient, je reprenais la vie vraiment et que j'allais me battre pour survivre. Puis je vous raconte tout ça, puis honnêtement, là, cet être de lumière-là, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est réellement. Là. Je ne suis pas une personne qui est croyante ou qui va dire « Ah, c'était la source de Dieu » ou quoi que ce soit. Je ne suis pas convaincu de ça. Est-ce que c'est ce qu'on va avoir, ce qui va rester de nous après la vie? Je ne peux pas vous le dire non plus. Je ne suis pas mort. J'ai peut-être entrevu quelque chose, peut-être. Mais personnellement, j'ai vraiment l'impression que cet être de lumière-là est en nous, en chacun de nous, puis accessible en tout temps, quelque part, comme une source d'énergie pure, la plus haute forme d'énergie qu'on a en nous, qui, quelque part, peut nous propulser à prendre les bonnes décisions, à retrouver une énergie ou quelque chose, ou l'énergie du désespoir, ou je ne sais pas trop. Bref, selon moi, c'est comme une espèce de source en nous qui émane tellement qu'il peut avoir même l'air d'être à l'extérieur de nous. Mais je n'ai pas la réponse officielle. C'est simplement un point de vue, le mien. Mais j'aimerais y croire, en tout cas, au minimum que c'est ça. Donc, une fois que j'ai accepté de vivre, cet être de lumière-là a comme... c'est comme dissipé, disparu. Et là, je me suis retrouvé, moi, à descendre l'avalanche en ressentant tout ce qui était autour de moi. Je reviens en haut. Hugo, lui. Hugo, évidemment, comme il a déclenché l'avalanche, bien, il s'est mis à surfer sur l'avalanche et a réussi à s'agripper à un arbre pour s'arrêter de descendre ou ne pas se faire prendre complètement dans l'avalanche. Mais pour vous montrer à quel point c'est fort une avalanche, là, en s'arrêtant avec l'arbre, il s'est disloqué une épaule, puis il a brisé ses deux skis. Un en un morceau, puis l'autre en deux. Essayez de briser un ski en trois de même. Là. Pas, moi, j'avais jamais vu ça, là, mais c'est pas facile. Là. Ça veut dire que le ski s'est tordu, puis s'est pris, puis l'autre partie de l'avalanche a ramassé l'autre partie du ski ou je ne sais pas trop quoi. Bref, c'est fort. Tu peux rien faire. Mais donc, lui, il est là, il est parti de ce côté-là, puis il est arrêté en plein milieu de la pente du côté gauche, côté complètement opposé de ce que Pat avait dit de faire. Moi, on retourne à moi dans la neige. Et là, je descends, je défile à une vitesse incroyable dans cette mer de neige-là. J'ai juste hâte que ça arrête parce que je passe à travers une petite forêt. Je ressens des roches que je frappe, des arbres qui me revirent d'un bord puis de l'autre. Hey, ça fait mal. Tac, aïe, aïe, oh, tu sais, puis là, à un moment donné, je suis comme, ça va-tu arrêter? Ça n'arrête pas, cette maudite avalanche-là. Là. Ça fait une éternité qu'elle dure, là. Et là, finalement, enfin, ça ne bouge plus. Yes! Première étape que je me dis à moi-même, je suis vivant. Cool! Maintenant, sortir de là. Deuxième étape. Combien de temps a duré l'avalanche, plus ou moins, selon vous? 5 minutes? 30 secondes? On s'approche pas mal plus de 30 secondes. Et peut-être même moins encore, là. Moi, je vous dirais que c'est peut-être 10 secondes, 15 secondes, max 20 peut-être, là, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais moi, ça a duré plus que 5 minutes dans ma tête, ça a duré, j'ai eu une vie complète, là, dans ce 30 secondes, ce 20 secondes-là. Donc, je suis sous la neige, cloum, comme ça, et là, il faut que je trouve le sommet, essayer de me sortir de là. Premier réflexe, je creuse comme ça. Oh boy! J'espère que la sortie n'est pas là parce que c'est loin. C'est dense. C'est compact. Et là, j'entends Hugo qui crie « Marc! Marc! » Je dis « Oh, ça a l'air de venir de là. » J'étais chanceux. J'étais couché
drette comme une planche, à peu près, mettons, 30 cm de la surface, là. Donc, je n'étais pas tout croche, je n'étais pas en envers, non, j'étais droit de même. Super bien étendu comme ça. Donc, j'ai réussi à me déterrer la tête. Et là, ce qu'on voit quand on sort d'une avalanche, c'est la beauté du monde qui nous entoure. Et là, moi qui, peut-être inconsciemment, avait pensé ne plus jamais revoir ce beau monde-là, mon premier réflexe, c'est d'admirer. Puis je suis un peu sonné en même temps, hein? Et qu'est-ce que je fais, c'est « Wow! Hey! C'est beau, hein? Marc! Wow! Hey, regarde la montagne! Marc! Hey, c'est Hugo qui crie de même. Wow! Hey, il faudrait peut-être que je dise que je suis correct. OK, Hugo, c'est beau, je suis correct! Ça a pris du temps, honnêtement, avant que j'y réponde, là. Pat, ça a été tellement vite l'avalanche que lui vient de finir de réorganiser son sac et ses raquettes, arrive sur le bord de la piste, et là, il voit Hugo à gauche. Là, il n'a comme pas compris le plan, là, lui. Là. Arrêté en plein milieu de la pente. Il fait, bon, je vais aller voir pourquoi il est là. Pat décide de faire un petit détour, arrive à côté d'Hugo. Hugo, qui est blanc encore comme un drap ou à peu près comme lors de son rêve la veille, et là, qui dit « Tout est beau, Marc est vivant, ça va. » Là, Pat saisit un peu l'ampleur de ce qui vient de se passer, réalise qu'il y a eu une avalanche, trace de plus en plus vite, essaie d'aller me retrouver, me retrouve assez facilement, somme toute, comme je suis déjà sorti. Il arrive à ma hauteur et il me voit, moi, qui est « Wow! Hey, Pat! Ça va? » Là, il voit que je suis sonné. Première chose qu'il me demande, il dit « Penses-tu être capable de refaire du ski, hein, Marc? » « Ah, oui, pas de problème. Donne-moi 10 minutes. 10 minutes, là, je me remette un peu. Je suis comme un petit peu mal à la tête, tu sais. Il a peur un peu en voyant mon état, je peux vous le dire. Et là, je demande, Pat, peux-tu m'aider à me déterrer? Ça va, bonne idée, tu sais. Prends sa planche en neige, me déterre, petit peu par petit peu, réussit à me sortir de là. Et là, je lui demande, je dis, Pat, comme, tu sais, quand la neige entre dans nos bottes, dans nos mitaines, là, tu sais, ça chauffe un peu, là, tu sais, à cause du froid et tout. Je dis, comme la neige qui a rentré dans ma botte, là. Peux-tu m'aider, tu sais, à l'enlever, tu sais? Alors, lui, honnêtement, il pense que je suis peut-être même paralysé, là, à me voir que je suis pas capable. Je veux dire, ma jambe est quand même, tu sais, elle est au bout de mon pied, là. Mon pied est là, ma jambe est là. Je veux dire, donc, je devrais être capable de me rendre, incapable de me rendre jusqu'à mon pied. Alors, là, il dit, bon, je vais l'aider quand même. Décide d'enlever ma botte. Est-ce qu'il y a beaucoup de neige dans ma botte? Ouais. Pas vraiment. Enlève la botte. Mon pied, ma jambe, mon tibia en fait, est égrené sur 2,5 cm. Mon péroné est fracturé à 2 endroits, donc ma jambe est, tu sais, du jello, là. C'est pas très beau à voir, non. Effectivement. Et là, premier réflexe, ce que je dis à Pat, c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, finalement, je pense que je ne serai pas capable de refaire du ski dans 10 minutes. Et là, ouais, effectivement, Pat entre un peu en mode panique générale. Là. Il fait comme, OK, il est peut-être paralysé, il va pas bien, il a une jambe fracturée, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il ne faut pas quand même laisser la jambe comme ça à l'air. On va essayer d'y remettre sa botte de ski. Erreur. Une botte de ski, c'est rigide, hein? Essayer de rentrer ça sur une jambe qui est de même, là. Là, ça a fait comme... Tu sais, puis avant, l'endorphine était pas mal efficace, là, mais une fois que j'ai vu ma jambe brisée, on dirait que je commençais à avoir mal, tu sais. Fait que là, essaye de mettre la botte. Ah! Là, je crie, je me tords de douleur. Non, on peut pas. OK, enlève la botte.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah! J'avais des bottes, tu sais, des bottes Sorel, des bottes canadiennes avec un feutre. Bon, on essaie de mettre la botte. Ah! Impossible, trop rigide. Bon, on enlève la botte, on va juste mettre le feutre. Ah! Même pas capable de mettre le feutre. Il ne nous reste plus grandes options. On a des bas de rechange dans notre sac. On réussit finalement à me mettre un petit bas sur le bout du pied et un bas de laine qui couvre à peu près mes orteils. Le reste du pied va être avec un mince bas que j'avais dans mes bottes de ski. Point. On n'a pas été capable de rajouter rien de plus. Pat, tout de suite après, bien là, il rentre dans la partie sauvetage du récit. Hein, donc, il va, sans plus tarder, me créer une attelle avec les raquettes, qui me donc une belle façon de faire, et m'installe sur sa planche à neige et on commence comme ça à descendre la montagne. Pourquoi on n'a pas appelé des secouristes ou descendu la pente pour aller en chercher? De un, dans les chic-chocs, même encore aujourd'hui, je peux vous le garantir, les ondes ne se rendent pas. Fait que même si on avait eu des téléphones cellulaires, on n'aurait pas pu appeler. On aurait pu prendre des photos puis mettre ça sur Facebook le lendemain. Là, ce qui n'aurait pas été une bonne idée. Anyway. Hein? Donc, mais on n'avait pas de téléphone cellulaire de toute façon. Descendre la montagne pour Pat, ça aurait pris, mettons, une demi-heure. Arriver en bas de la montagne, il n'y a pas des secouristes qui t'attendent là, qui disent « Hey, qu'est-ce que vous faites là? On s'en vient. » Donc, ça voulait dire attendre quelqu'un qui vienne le chercher, se rendre jusqu'à un lieu au centre d'interprétation qui est à 10-15 minutes de là, trouver des secouristes ou les appeler, les faire revenir. Et en 2002, il n'y a pas de motoneige qui était capable qui était assez puissante pour monter le mont Oxback. Donc, secouriste qui doit monter la montagne à pied, mettons qu'ils sont bien en forme, bien entraînés, peut-être qu'ils allaient le faire en 1h30 ou 1h20 ou quelque chose comme ça, monter la montagne. Pendant ce temps-là, moi, j'ai le temps, peut-être à la limite, de mourir d'hypothermie. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Deuxième option, appeler un hélicoptère. Un hélicoptère. Est-ce que l'hélicoptère est à côté? Non plus. Hein? Dans le meilleur des cas, elle était à Rimouski. Encore là, descendre la montagne, trouver un secouriste ou quelqu'un qui va appeler l'hélicoptère. L'hélicoptère, le temps qu'elle arrive, qu'elle parte, etc., ça aurait pris certainement une bonne heure et quart, sans nombre d'un doute, même peut-être plus. Donc, on n'avait pas le choix. On commence à descendre la montagne, laissant derrière nous ben du matériel et Hugo, qui, lui, est accroché à son arbre. On commence. On descend la pente. Pat, évidemment, qui n'a plus de raquette, doit travailler très fort pour avancer. Des fois, à son tour, enfonce jusqu'à la taille dans la neige. Doit parfois arracher des racines ou des bouts d'arbres ou quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas zigzaguer comme ça librement. Moi, qui n'ai pas très mobile, c'est une jambe sur la planche à neige. Donc, on avance comme ça, petit peu par petit peu. Dans les bouts plus abrupts, bien, il doit retenir la planche à neige pour pas qu'elle dévale à toute vitesse. C'est pour imaginer la scène, là, de me voir partir avec la planche. Oups! Ça n'aurait pas été une bonne idée. Mais c'est presque arrivé à quelques reprises. Pat, des fois, devait travailler très fort dans les bouts plus abrupts pour ralentir la planche, puis avec mon poids dessus et tout. Hein? Donc, on avance comme ça avec un effort incroyable. Et la chose intéressante, par contre, dans toute cette histoire-là, c'est de voir l'intensité du regard de Pat. Patrice, qui, lui, voulait me sauver la vie, était prêt à tout pour me sauver la vie. C'est quelque chose que, même encore, quand je vous le raconte aujourd'hui, je peux voir dans les yeux de Pat, de l'intensité. Je dis, c'est un de mes bons chums qui me sauve la vie comme ça. Là. Wow! C'est quelque chose d'intense. D'ailleurs, lui, il s'est mérité la médaille de la bravoure après de la gouverneure générale du Canada pour son acte, pour son sauvetage. On avance comme ça jusqu'à un moment donné que je vois Pat qui est là. Oh! Je vois Pat qui a les doigts gelés. Là, je regarde, je dis « Hey, Pat, t'as pas de gants? » Il dit « Non, je suis parti trop vite d'en haut, je les ai laissés. » Donc, il n'avait pas ses gants. Et là, encore plus ironique là-dedans, j'avais des gants, moi, dans mon sac. J'avais une deuxième paire de gants. Je disais, « Hey, Pat, j'en ai d'autres. » Ah, cool! Mais les gants, mais c'est 1 heure et quelques après. Là, donc, il y avait les doigts gelés, pauvre Pat.
C'était pas beau à voir. Donc, continue à descendre comme ça. On descend. Ça fait 1h30 qu'on travaille d'arrache-pied pour réussir à atteindre la base de la montagne. Toujours pas de nouvelles d'Hugo. Il est où, Hugo? Là-dedans. Moi, honnêtement, à ce moment-là, là, je commence à vraiment m'inquiéter. Je pleure comme un enfant. Non, on ne peut pas laisser Hugo en haut, il faut aller le chercher. Je veux dire, il y a peut-être une autre avalanche, là, tu sais, que ça se pourrait. Là. On fait quoi? Je dis, Pat, laisse-moi ici, puis va rechercher Hugo. Le Pat, il est comme, non. Moi, là, présentement, mon objectif, c'est de te sauver, toi. Ouais, mais là, Hugo, il va peut-être mourir s'il est dans une avalanche en haut. Il dit, je vais aller le chercher après. Une étape à la fois. Je dis, non, moi, je reste là. Non, là, il dit, non, moi, j'y vais. Puis, point. On va commencer par toi. On continue à descendre. Finalement, quinzaine de minutes plus tard, Hugo arrive enfin. Il marche comme ça, avec du matériel qu'il a trouvé, un peu comme le petit pousset, là. Trouvé les gants de Patrice. Il a trouvé ma botte. Il a trouvé un de mes skis qu'il avait ramassé dans l'avalanche. Il a trouvé une gourde d'eau. Il a trouvé même le sac à dos à Pat. Là, il arrive avec tout ça. Il dit, « Hey, les gars, tu sais, il dit, hey, tiens, Marc, j'ai ton ski, tu sais. » Mon ski, faisant qu'est-ce que tu voudras, là. L'autre, il est dans l'avalanche, puis fort probablement brisé, là, tu sais. Fait que, peu importe. Il dit, « Comment je peux faire pour vous aider? » C'est simple. Pour nous aider, va-t'en en bas de la montagne le plus vite possible. Hein, puis essaye d'appeler des secouristes. Fait que là, Hugo continue sa petite route à pied. Hein, et descend la montagne. Patrice et moi, bien là, on continue notre chemin difficile, pénible, décourageant en même temps par moments. On arrive maintenant dans le bout hollywoodien de l'histoire où, tu sais, dans le moment, dans les films hollywoodiens, il y a toujours aux 3/4 du film, là, on appelle ça le moment de découragement du héros. Ça vous dit quelque chose? Où le héros va se retrouver seul en face de la quête, où il va avoir un allié là, qui va mourir. Il va dire « Non, continue sans moi. Tu n'as pas le choix de continuer ta mission. » C'est un peu ça, là, le moment dramatique. T'sais. C'est toujours comme ça aux 3/4 du film. Mais là, aux 3/4 de notre descente, on l'a vraiment vécu, ce moment-là. Lorsque Pat, qui travaillait comme ça, à bouger la planche, à la tasser à côté d'une branche d'arbre, fait glisser la planche qui part et se dirige à une bonne vitesse vers une pente pas mal abrupte et très longue. Si la planche descend cette côte-là, ça veut dire au minimum un 45 minutes peut-être pour Pat, pour descendre, aller chercher la planche, remonter me chercher. Ça ne nous tente pas. Après 2 heures de route, on a hâte d'arriver en bas, je peux vous le dire. Fait que là, on crie, là, tu sais, « Non! Non! » Et là, phénomène surnaturel, POC! Notre planche arrête. Directement comme ça, là, juste avant la grande pente. Là, on se regarde, wow! C'est quoi qui vient de se passer là? Je dis, c'est impossible. Là. Comment que la planche a arrêté là? Mais finalement, ce n'est pas un phénomène surnaturel, c'est un phénomène naturel. Il y avait un bout d'arbre qui dépassait à cet endroit-là précis où la planche passait, qui a arrêté la planche exactement au bon moment. Donc, tu sais, wow, on est content. On va la rechercher. On continue notre descente. On arrive finalement en bas de la pente 2h30 plus tard. Donc, 2h30 en tout, là, après le début de du sauvetage. Je suis heureux comme jamais. Enfin, en bas, je suis sauvé. Yes! Et il y a les amis qui sont là, les 7 autres amis qui n'avaient pas participé à l'ascension, qui nous attendent et qui sont inquiets et heureux de nous voir vivants arriver. Finalement, quelques minutes plus tard, les secouristes arrivent. Et là, moi qui aime beaucoup faire des blagues, le secouriste, première chose, il pose des questions, savoir mon état d'esprit, si j'ai des troubles névralgiques ou je ne sais pas trop. Il me pose des questions de base, là, donc, quel est ton nom? Là? Mais moi, j'y réponds, j'en arrache. À la question, quel âge que tu as? Je réponds, 78 ans. Là. Ça passe pas.
La copine d'Hugo m'a donné une de ses bines. Là. Ah, Marc, arrête de niaiser! Il veut savoir ton état d'esprit. Ah, excuse-moi, là, j'ai tout dit, là, de la bonne façon. Cool, j'étais pas trop affecté, semble-t-il, mentalement. Et là, en attendant, les ambulanciers, ils m'ont installé dans une petite, un abri de skidoo. C'est pas chauffé, un abri de skidoo, ça sent la gasoline. Ça a été peut-être les plus longues 20 minutes de ma vie. À attendre là où là, j'avais mal à la jambe, j'avais froid, je tremblais, j'étais en hypothermie, en début d'hypothermie. Et là, j'avais juste hâte d'être au chaud. Je rêvais là, à être dans l'ambulance, tu sais. Et là, finalement, les ambulanciers sont arrivés. Ils m'ont mis un casque qui ressemble un peu à les casques de pilotes de Star Wars, là. Vraiment, là, qui sert en fait à réchauffer la tête et s'assurer que d'aucune façon la chaleur s'évade du corps. Donc, c'est un des endroits où on perd toujours notre chaleur par les extrémités, là, puis plus particulièrement par la tête, semble-t-il. Donc, on voulait s'assurer que je ne tombe pas encore davantage en hypothermie. On m'amène de toute urgence à Sainte-Anne-des-Monts. Là, à Sainte-Anne-des-Monts, on me place comme ça sur une table avec un gros tube duquel sort de la chaleur. Et là, oh, je suis bien. Là. Je suis heureux. Là. Je ne veux plus bouger de là. Plus jamais. Là, je suis comme parfait. Là. Wow! Et là, on prend les radiographies et tout, et on réalise que mon cas est un peu trop grave pour me laisser ou pour m'opérer à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on m'envoie plus loin à Rimouski. Je pars en ambulance à Rimouski. Et là, je laisse en même temps, du coup, mes amis qui étaient venus avec moi à Sainte-Anne-des-Monts. Mais là, pour aller vers Rimouski, je dis non, les gars, les filles, pas besoin de venir avec moi. Là, je veux dire, de toute façon, ils vont m'opérer. Ils vont mettre un plâtre et ça va être bon. Vous viendrez me chercher lundi en partant. Ça va être parfait. Moi, j'étais bien confiant. Je disais, hey, c'est cool, je m'en vais là. Bien, cool. Au moins, je suis sorti vivant. Je vais avoir un plâtre. 40 jours plus tard, je vais être guéri. Yes, tout est beau. Dans l'ambulance, je suis heureux. Je fais des blagues avec les ambulanciers. J'ai une niaise même sur le fait que je trouve que mon cas n'est pas assez important pour eux. En leur disant, je dis, hey, vous n'avez pas mis le gyrophare, là, il me semble, ça serait cool, là, au moins, tant qu'à faire un tour d'ambulance. Regarde comme du monde dehors, le gyrophare fonctionne présentement. Ah ouais, hey, il me semble que vous n'allez pas vite. Pour y aller plus vite, tu sais, comment accélérer? Les gars, ils disent, ben, tu sais, normalement, Sainte-Anne-des-Monts, Rimouski, ça se fait en 1h40 à peu près, là. Ben, nous, on va le faire en 45 minutes. On va-tu vite ou pas vite? Ah, ben c'est cool, on va arriver en avance. Bon, on peut aller manger un snack au restaurant en attendant, tu sais. Là, je faisais des blagues comme ça. Assez que quand on est rentré à l'hôpital de Rimouski, les deux ambulanciers, l'infirmière qui accompagnait les ambulanciers à l'intérieur pour s'assurer que mon cas était stable, riaient. Moi aussi, je riais. Ils s'en vont. Salut, bonne chance, bonne récupération. On referme les portes. Là, je me retrouve tout seul au monde à Rimouski. Et là, je réalise l'ampleur de ce que j'ai vécu. Là. Hey, je viens de survivre une avalanche. Je viens de défier ou d'avoir la chance de vivre. Et ça, c'est intense. Puis je commence à avoir mal aussi, drôlement mal à la jambe. Je veux des antidouleurs, je veux un téléphone, je veux parler à ma famille, je veux parler à ma mère, à mes sœurs pour leur dire que je les aime, pour leur dire que je suis vivant, là. C'est pas facile quand on est seul comme ça. Puis là, je vous raconte ça, hein, puis moi, c'est mon avalanche à moi, là. Mais on en a tous, quelque part, des avalanches dans notre vie. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une avalanche comme ça qui m'a permis de vivre et de me replacer. Hein, mais des avalanches, on en a dans nos vies quotidiennes, là, puis vous allez en vivre plus tard. Là, ça peut être des fois un divorce, une rupture de couple là, qui nous amène à vivre des sentiments tellement difficiles qui va représenter une avalanche. Un travail qui des fois va nous amener à avoir une surcharge de tâches à faire ou à accomplir, ou dans lequel on ne sera pas nécessairement bien, duquel on va être obligé de ressortir grandi, qu'on va être obligé de rechanger, etc., etc. Donc, on en a tous des situations de même. Moi, c'était tel quel une avalanche de neige qui m'a amené à vivre une espèce de situation choc
qui m'amenait à réfléchir sur le sens que je donnais à ma vie. Puis surtout que dans ma tête, ça n'allait pas être trop long. 40 jours, c'est ça que ça prend normalement pour guérir une fracture. Combien de temps ça a pris finalement? 20 jours. 20 jours? J'aurais aimé ça. 3 mois? 1 an? 2 ans? 3 ans. 3 ans. Ça a pris 3 ans comme ça de récupération pour me remettre des blessures. Ce que j'avais en réalité, 2 épaules disloquées, une hématome de la fesse gauche jusqu'au genou. Un hématome, c'est comme un genre de gros bleu, là, mais un bleu qui, à la limite, m'empêchait même de me tenir assis ou debout ou quoi que ce soit. Là. Donc, j'ai été obligé de réapprendre à marcher. Là. J'ai été finalement 5 semaines à l'hôpital, différents hôpitaux, à Rimouski, à l'Hôtel-Dieu, puis surtout à un centre de réadaptation pour faire la physiothérapie, pour réapprendre à marcher, etc. Et la jambe droite qui, elle, était multiple fracturée, donc tibia péroné, comme ça. Je vous montre justement la fracture, ce que ça avait de l'air 6 mois après l'événement, plus ou moins, au mois de septembre. Et ce que vous allez entendre dans quelques instants, ça s'appelle le protocole opératoire. C'est un extrait, en fait, du protocole opératoire. C'est tout ce qu'ils font pendant l'opération. Donc, écoutons ça. Protocole opératoire, fracture déplacée, jambe droite, enclouage centromédulaire, verrouillé tibia, anesthésie régionale, placé patient sur table de marqué, membre inférieur, traction tapée, hanche immobilisée, 90 degrés, genou aussi, cheville, légère flexion, aligné jambe droite, similaire longueur, torsion jambe gauche, vérification. Vous voyez, là, c'est ce qu'on comprend, on comprend moins dans tout ce petit poème-là que j'ai fait à partir du protocole opératoire. C'est vraiment tout ce qu'ils ont fait là, pendant l'opération. C'est donc replacer la jambe, couper, etc., etc., chacune des étapes de l'opération. Première opération qui n'a pas été un grand succès, surtout qu'ils m'ont même placé un peu la jambe croche. Donc, vraiment, là, ça a été après 2 ans et quelques qu'on a constaté que la jambe n'était pas droite, qu'un prochain chirurgien l'a replacé. Ça a été une situation intense qui m'a beaucoup appris au bout de la ligne. Je veux dire, du 40 jours, 3 ans, là, à être en convalescence, je veux dire, il s'en passe des choses. Hein? Puis la plupart de mes amis étaient même rendus à croire que c'était ça ma réalité maintenant. Là. Que plus jamais j'allais marcher normalement parce que je me promenais en béquille, en canne, hein, et j'alternais béquille-canne, etc. Ça a été comme ça 3 ans d'acharnement, mais moi, je n'ai pas abandonné parce que je voulais vraiment revenir et marcher normalement et retourner même, à la limite, jouer au hockey avec mes amis. Ça, c'était un de mes objectifs. Je veux dire, je visualisais là, toujours une scène très claire dans ma tête qui était la suivante. Je me voyais patiner, donc en patin à roues alignées, l'été. Parce que pour moi, là, ça représentait la vitesse, la liberté, être capable de me déplacer là, rapidement, là, ce que je ne pouvais pas en béquille, que j'étais tanné à un moment donné. Là, puis l'hiver, dans les journées comme aujourd'hui, avec des tempêtes de neige, c'est pas facile en béquille. Là, ceux qui ont déjà eu la malchance de vivre ça, chose que je souhaite à personne, déneiger son auto en béquille, c'est bien pratique une béquille, là. Mais ça reste que tu es sur une jambe, là, tu sais. Donc, ça a été comme ça, plein d'événements, plein d'essais-erreurs aussi à travers ça, qui m'ont amené à finalement apprendre, après 3 ans, pourquoi tout ça m'est arrivé. Puis il a même fallu que je finisse par aboutir dans un monastère. Puis je ne suis pas encore là une personne religieuse, hein, comme je vous le disais plus tôt, là. Pas parce que je voulais aller là pour prier Dieu ou quoi que ce soit que je suis allé au monastère, mais pour vraiment me ressourcer, pour vivre avec moi-même un moment de silence total et vrai, dans lequel j'allais comprendre l'ampleur de ce que j'avais vécu, ce qui s'était réellement passé. Puis c'est là, dans cette semaine-là de silence, que j'ai compris
que quelque part, l'avalanche n'est pas arrivée pour rien. J'aurais peut-être pu éviter cette avalanche-là si j'avais pas eu des comportements autodestructeurs, parce que j'aurais écouté les signes, parce que j'aurais pas monté à contre-courant une montagne qui, à ce moment-là, n'était pas invitante. Quand je suis retourné cette année pour la première fois, là, j'ai monté la montagne et il n'y avait pas de risque. J'avais étudié les risques avant, j'avais regardé, j'avais parlé avec des gens, je savais quel chemin prendre ou ne pas prendre, etc., comparativement à cette époque-là où on avait été envers et contre tous, se mettre en danger. J'ai appris là-dedans à travers ça que peut-être Hugo avait eu son rêve prémonitoire pour une raison quelconque. Parce que lui, il avait des remords, hein, puis encore aujourd'hui, des fois, c'est pas clair, mais il y a un peu de remords sur le fait que lui, dans sa tête, c'est lui qui aurait dû être dans l'avalanche. Mais moi, dans ce que j'ai compris, c'est que non, l'avalanche était là pour moi, pour m'apprendre quelque chose de précis. Hein, et que si lui a rêvé à ça, c'est pour l'amener à ne pas partir en premier. Parce que peut-être, effectivement, qu'il serait mort s'il était parti en premier. Ensuite de ça, j'ai compris que, tu sais, Pat, tout le scénario de la raquette qui est un peu abstrait à travers ça, hein? Pourquoi ces raquettes sont tombées, on ne sait pas. C'est peut-être un simple hasard de la vie. Mais quelque part, ça a changé toute l'histoire parce que si Pat n'avait pas perdu ses raquettes, lui aussi serait parti avant moi. Il aurait soit arrêté dans la pente pour une raison ou une autre et se retrouvé pris dans l'avalanche, soit il aurait descendu beaucoup plus loin et ça aurait pris encore plus de temps avant de venir à ma rescousse. Si il ne se faisait pas prendre tout simplement dans l'avalanche, même en étant plus bas. Donc, pour ceux, est-ce qu'il y en a qui font de la planche à neige ici? Ski, planche à neige. La planche à neige est un des plus dangereux en mode avalanche parce que, on est pris sur la planche à neige comparativement avec des skis qui peuvent se défaire. Et deux, comme on est pris puis que la planche à neige est assez large, bien, elle sert un peu d'encre. Donc, elle nous propulse vers le fond plus facilement. Donc, peut-être que Pat serait mort là-dedans. Donc, quelque part, tout ça avait été... En fait, j'avais eu une chance inouïe là, de pouvoir vivre cette mésaventure-là et d'en ressortir vivant. Hein? Et d'apprendre à travers ça à me replacer et à finalement m'orienter de façon plus positive dans la vie. Et je peux vous dire de quoi, quand je suis retourné cette année, là, j'étais heureux d'être ici encore avec cette belle vie-là qu'on doit vivre intensément. Comme je vous dis, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire de ne pas expérimenter, de ne pas essayer des choses, de ne pas faire du ski sauvage, au contraire. Mais encore cette année, quand je suis allé, bien là, je regardais les gens qui allaient, ils étaient bien équipés puis ils étaient prêts pour n'importe quelle situation comme ça, pour au moins réduire le risque. Donc, peu importe ce que vous allez faire comme expérience dans la vie, parce qu'à votre âge, il faut en vivre des expériences, là, bien, prenez le temps de réfléchir puis de le faire le plus sécuritairement que possible. Pour être capable de l'apprécier davantage puis en apprécier d'autres expériences comme ça bien, bien longtemps dans votre vie. Parce que vous ne voulez pas l'achever aussi rapidement que ça. Chose qu'on veut savoir, hein, c'est que quelque part dans notre vie, là, on est officiellement le créateur de notre vie. On est d'accord là-dessus, hein? On crée chaque instant de notre vie. On est en même temps le scénariste, celui qui va écrire le scénario de notre vie. On l'invente, notre vie, puis on l'écrit, notre vie. La vie qu'on veut avoir, on est capable de l'écrire, puis ça, il ne faut pas l'oublier. On est maître du scénario qu'on écrit. Et non seulement on est maître du scénario qu'on écrit, mais en même temps, on est aussi le réalisateur, celui qui va nous faire agir. Hein? C'est nous-mêmes, en fait, qui va nous dire, gars, fais ça ou fais pas ça. Il n'y a pas une autre personne à côté qui est supposé de nous dire ce qu'on devrait faire ou pas réellement. On est toujours le mieux placé pour savoir ce qui est bon, pas bon pour nous. Si on apprend à se connaître comme du monde, évidemment. On est donc, par le fait même, l'acteur principal de notre vie, hein? Puis il faut l'assumer, ce rôle-là. Nos amis, c'est les acteurs secondaires. Oui, ils peuvent être importants, ils ont des rôles principaux, eux avec, mais c'est pas eux qui jouent le rôle de votre vie. Donc, si des fois vos amis vous placent dans une situation dangereuse, réfléchissez pour vous.
Est-ce que j'ai envie de me placer dans cette situation-là ou pas? Est-ce que j'assume le choix que je prends à l'instant? Est-ce que j'ose prendre le risque? Est-ce que ça en vaut la peine? Au bout de la ligne, des fois aussi, ça vaut la peine d'être spectateur. Ça veut dire quoi, être spectateur de notre vie? C'est être capable de prendre un peu de recul. 2 secondes, puis se regarder aller. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ce que je fais est sensé ou pas? Est-ce que les expériences que je fais, est-ce que le rôle que je me suis donné est vraiment ce que j'ai envie d'être? Est-ce que c'est ça que je suis ou pas? Prendre le temps comme ça, une fois de temps en temps, de juste prendre un recul. C'est ça qui va faire, quelque part, que notre quotidien va être riche. Si on prend le temps de faire tout ça et de réfléchir à chacune des phases du film de notre vie. Qu'on veut, qu'on ne veut pas créer, ça donne rien, on n'en veut pas de drame. Un drame, c'est le fun à voir au cinéma, pas à vivre. C'est bien le fun. Un film d'horreur, c'est cool à voir, pas à vivre. N'importe quel genre de film comme ça, n'importe quel truc où on voit des sensations fortes, c'est des fois plus agréable de le voir à l'extérieur que d'être dedans. Donc, quelque part, c'est à vous de jouer, Et j'espère que vous allez en faire un grand chef-d'œuvre de votre vie. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre présence, puis vivez intensément, mais intelligemment. Merci.